Les mareyeuses d'Abobo-Doumé rencontrent plusieurs difficultés qui mettent à mal leur activité. Le manque d'eau et d'électricité les pousse à demander l'aide des autorités. Relancer au plus vite le tourisme en Côte d'Ivoire, c'est le souhait des tours opérateurs et des opérateurs économiques. Ils ont fait un état des lieux des infrastructures du pays. Vous découvrirez leurs conclusions dans ce journal. Enfin, en Guinée, nouvelle épidémie de méningite. La maladie a déjà fait 40 morts, un bilan en provisoire. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La commercialisation des produits de mer n'est pas sans difficulté à Abobo-Doumé, surtout quand l'électricité et l'eau font défaut. Sans électricité, impossible de conserver le poisson. Les mareyeuses demandent l'aide des autorités. Le point avec Grace Kando et Franck Kouadio. Des femmes en attente de bateaux ou de pirogues de pêche. Nous sommes à Abobo-Doumé, commune d'Atekoubé. Ici, s'est développée au fil des années l'activité de la pêche. Ces mareyeuses sont les intermédiaires entre les pêcheurs et les revendeurs de poissons. Pour être une bonne mareyeuse, il faut mettre tes bases. Tes bases, c'est quoi? C'est de travailler en collaboration avec le piroguier. Pour avoir une priorité sur une pirogue de pêche, le propriétaire te dit de donner une caution. Il vient vers toi parce qu'il a des petits trucs à payer. Ça fait 50 000, 100 000, ce que tu peux avoir. Donc quand tu donnes cet argent, tu as accès sur la pirogue. Tu arrives, s'il envoie son poisson, c'est à toi qu'il donne. C'est toi qui achètes le poisson. Mais cet argent que tu as déposé là, c'est remboursable. Sur cet espace en plein air, des poissons de tout genre. Mais période de vache à maigre oblige, le prix du poisson en gros est en hausse. Je suis une mareyeuse. Mon bateau vient d'arriver là. J'ai payé du poisson dans l'eau à 20 000 francs dans le bateau. Les pots de poisson que vous voyez là, c'est à 20 000, 20 000. Et quand nous sortons, je les vends actuellement là à 23 000, 24 000. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de poisson. Nous sommes dans une période creuse. Maintenant, en juin, août, septembre, pendant ces 3 mois-là, en ce moment-là, il y a des poissons beaucoup ici. C'est la traite de notre poisson ici. Là, les bassines, nous les vendons à 22 000, 22 000. Mais actuellement, il n'y a pas assez de poissons. Nous les vendons à 23 000, 24 000. Dans 2 jours là, c'est cher. Mais peut-être quand le mois ça va finir, on va gagner un peu moins cher. Sinon, pour le moment, les poissons sont très chers. On ne sait pas comment il faut s'en sortir. C'est très dur pour nous, les femmes qui vendent le marché. Et puis quand on s'est au marché aussi, on ne sait pas comment il faut faire les prix. Ces vendeuses de poissons disent être confrontées à de nombreuses difficultés. Par exemple, la conservation du poisson qui se fait dans des carcasses de réfrigérateurs. Les conditions dans lesquelles on conserve ne sont pas adaptées. Le poisson qui n'est pas fini, qu'on a mis la glace dessus, le lendemain, la partie de la glace qui se retrouve en haut, s'effrite, qui fait que les premières couches de poisson se gâtent. Ce cheminement a fait que nous enregistrons beaucoup de pertes post-capture, qui nous font perdre beaucoup d'argent et qui fait que le revenu même de ce que nous faisons là, ce n'est pas assez, ça ne peut pas nous aider. Des difficultés, mais aussi énormément de besoins pour l'amélioration des prestations. On lance un appel à tous ceux qui peuvent nous aider, surtout à ceux qui parlent de la sécurité alimentaire. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire et puis ne pas venir en aide à ceux qui ont ce problème-là. Et aujourd'hui, quand on voit qu'après la capture, il y a beaucoup de pertes, il faut qu'on nous aide à vraiment limiter ces pertes-là. La zone de pêche d'Abobo-Doumé est divisée en plusieurs secteurs. Le plus actif, celui des mamans bronchites. Elles s'occupent du nettoyage du poisson. Il y a aussi les chargeurs, en majorité des jeunes gens. En somme, une activité débordante règne sur le site, réputé pour ce commerce halieutique. 60% du poisson vendu à Abidjan provient en effet d'Abobo-Doumé. Et puis le tourisme ivoirien va redémarrer dans 12 mois. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le directeur de Côte d'Ivoire Tourisme. Les opérateurs économiques et les tours opérateurs ont visité plusieurs sites touristiques. Cette visite dénommée Éductour a permis de répertorier les difficultés rencontrées sur le terrain. Infrastructures routières dégradées, hôtels qui tombent en ruine, des désagréments qui seront bientôt résolus. On écoute les directeurs de Côte d'Ivoire Tourisme, un opérateur économique et un tour opérateur sur la question. Il était important pour moi de faire l'état des lieux de l'offre touristique de la Côte d'Ivoire sur le plan international d'abord. C'est vrai qu'on va revenir sur le plan national, mais cet éductour permettait à nos opérateurs économiques de se positionner vis-à-vis de la demande des pays européens. Attirer les devises en Côte d'Ivoire, c'est un leitmotiv pour moi. Nous avons exploré San Pedro, Abidjan-San Pedro, la forêt de Taï, Grand Bérébi, la baie des Sirènes.
Au final, on s'est dit qu'il est vraiment difficile actuellement de réaliser un tel périple sans une évolution des infrastructures routières. C'est vrai que l'état des routes souvent pose problème. Nous avons quand même eu des petites difficultés, mais qui s'est arrangé quand nous sommes arrivés à Monogaga. Nos tour opérateurs étaient vraiment contents de cette région touristique qui est les Basses Sandra. On est spécialiste uniquement sur l'Afrique, et moi je suis responsable de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le potentiel est énorme, par son accueil, par son sourire, par ces petits villages, par le climat qui est agréable évidemment. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau des hôtels, au niveau de l'infrastructure routière qui n'est pas toujours bonne. La route pour aller à San Pedro est très complexe, mais le potentiel est là. La nationalité et la propriété foncière, des questions épineuses au cœur des préoccupations du pouvoir. Le chef de l'État a évoqué ces dossiers qui touchent les ressortissants de la sous-région et qui ont été à l'origine de nombreux conflits en Côte d'Ivoire. Bilan du président Ouattara à Mons. Au cours de cette visite, on retient le bitumage de l'axe d'Anané-Lola en Guinée vers la frontière libérienne. Coût des travaux, 200 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara a aussi expliqué que 13 milliards de francs CFA ont été investis dans le district des montagnes de 2011 à 2012. Cette conférence a été l'occasion pour le chef de l'État d'évoquer les sujets relatifs notamment à la réforme de la nationalité et à la propriété foncière. Le foncier qui crée un climat d'insécurité dans l'Ouest. La nationalité et le foncier, deux dossiers qui seront traités par l'Assemblée nationale car selon le président Ouattara, la question n'a pas évolué malgré les multiples accords de sortie de crise. Je me réjouis de constater que maintenant, cette région, ce district est en paix et en sécurité. Nous avons d'ailleurs déployé des moyens très importants pour sécuriser l'Ouest, notamment la frontière avec le Libéria. Et maintenant, nous considérons qu'avec les contacts et la coopération très étroite avec le Libéria, et en plus entre Madame la Présidente Hélène Johnson-Sirleaf et moi-même, que la situation devra se renforcer davantage. Nous envisageons d'ailleurs dans les semaines qui viennent de tenir une grande réunion à la frontière avec les populations, avec les chefs traditionnels des deux pays, puisque c'est un peu les mêmes ethnies, pour qu'eux aussi s'insèrent dans le processus de réconciliation. Il a aussi été question du retour de 200 militaires ivoiriens réfugiés au Togo depuis la crise de 2010. En outre, le président n'exclut pas la formation d'un nouveau gouvernement. Prochaine tournée du chef de l'État, la région des Savanes, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et c'est en juillet prochain. Un petit clin d'œil à la culture avec la musique, instrument de réconciliation pour l'association Viva la Música. Des enfants venus de plusieurs pays montrent l'exemple de la réconciliation. Ils s'exercent ensemble à la musique. Le reportage de Franck Quadio. Des notes gaies et alertes sorties du piano, un Steinway & Sons, le neck plus ultra. Pas facile à dompter, mais Lidjou, comme d'autres virtuoses, malgré leur jeune âge, ont la main agile et de l'expérience. Son Kwan, par exemple, 17 ans, joue du piano depuis l'âge de 7 ans. C'est l'instrument où tu peux, je pense, un peu exprimer mieux tes sentiments. Genre quand tu es à la maison, tu es fâché ou bien tu es triste, quand tu joues, c'est différent en fait. Des jeunes talents originaires d'Asie, mais aussi de jeunes Ivoiriens, tous venus participer à cette deuxième édition de Viva la Música, carrefour musical qui permet à des jeunes apprentis musiciens d'exprimer leur talent. J'ai trouvé l'instrument compliqué, donc j'ai voulu me lancer un défi. À l'initiative de cette rencontre festive, le couple Bosho-Ivoiro-Japonais qui veut se servir de son exemple pour promouvoir le métissage culturel et le thème choisi, réconciliation et unité. C'est un thème cher à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire revienne comme elle était, que la Côte d'Ivoire retrouve son unité, sa concorde. Et donc nous voulons cette année, à notre niveau, contribuer aux efforts
de nos autorités politiques et administratives. L'action plaît, mais on peut faire mieux. Trop de classiques européens, certains préconisent une part belle aux rythmes locaux. J'ai vu des enfants de 6 ans, 7 ans jouer du piano, mais ils jouent du piano pas que de quoi, des œuvres de Beethoven, de Mozart, de Bach. Moi, je suis en train de faire un travail à l'INSAC où je vais amener nos enseignants à écrire, à transcrire du Amédée Pierre, du Jimmy Yassin, du François Louga, du Niao Jimmy, pour que les enfants apprennent à jouer du piano par rapport aux sonorités de chez nous. N'empêche, l'art n'a pas manqué d'être célébré à la grande satisfaction des visiteurs, dont de nombreux parents de jeunes talents. La musique d'abord permet de contribuer à son équilibre, l'accompagne dans ses études. Donc c'est un divertissement, mais c'est en même temps aussi l'apprentissage de la culture. Une cinquantaine de jeunes artistes ont participé à l'édition 2013 de Viva la Musica. Tout près de chez nous, en Guinée, une épidémie de méningite a fait 40 morts. Selon les ministères de la Santé, 379 cas ont été recensés dans plusieurs préfectures. Une grande partie du pays se trouve dans ce qu'on appelle la ceinture de la méningite, une zone allant du Sénégal à l'Éthiopie, touchée par des épidémies pendant la saison sèche. Dans cette chambre froide, 63 000 vaccins contre la méningite. La riposte à l'épidémie qui frappe la Guinée depuis 4 mois. 400 cas ont été recensés, 41 décès enregistrés. Ce n'est pas le premier épisode de ce genre. La Guinée fait en effet partie de ce que l'on appelle la ceinture méningitique, une zone allant du Sénégal à l'Éthiopie. Mais cette fois, ce qui est nouveau, c'est la souche. Cette épidémie est due à une souche de bactéries qui est une première en Guinée. Je veux parler du Neisseria W135. C'est la première fois qu'on dépiste, qu'on diagnostique ce cas en République de Guinée. Le nord-est est particulièrement touché avec 3 foyers, une zone déclarée prioritaire. Les soins pour les malades y sont gratuits et c'est dans cette région que la campagne de vaccination va être menée. Mais à $6 la dose, les autorités ne font que parer aux plus pressés. C'est une question de budget aussi. Nous pensons limiter le dégât et puis suivre la progression de la maladie. Il s'agit d'un vaccin qui est très cher. Après cette solution d'urgence, la Guinée compte lancer une vaste campagne de vaccination l'an prochain. Plus de 3 millions de personnes devraient être concernées. La crise centrafricaine a poussé plus de 5000 personnes à l'exil. Elles ont aujourd'hui le statut de réfugiés dans des camps tchadiens. Ces personnes ont tout perdu mais espèrent un jour rentrer dans leur pays. Enfin, au Mexique, des robots pour accélérer les recherches archéologiques. Ils fouillent des pyramides, une trouvaille en Amérique latine. Des robots pour explorer les pyramides aztèques. C'est la solution des chercheurs pour fouiller une pyramide de Teotihuacan, un site archéologique près de Mexico. L'engin télécommandé remplace les hommes pour descendre dans les entrailles de 2000 ans d'histoire. 3 chambres sont découvertes après des mois de fouilles. Par des robots, c'est une première en Amérique latine. Cela confirme nos informations sur l'existence d'une grande pièce à la fin du tunnel. 3 chambres. Il semblerait qu'il y ait 3 chambres. Il y a beaucoup de gravats. C'est pourquoi l'équipe ne pouvait pas continuer l'exploration. Nous sommes maintenant sous la pyramide. Cette pyramide qui aurait été le centre politique de la cité. Une chance pour les chercheurs, ils vont pouvoir développer leurs connaissances encore limitées sur l'organisation sociale et politique de la ville. L'hypothèse que nous avons formulée est que ces chambres pouvaient contenir des restes humains de personnes importantes de la cité ou de sacrifices qui se sont déroulés à l'intérieur. Au IVe siècle, la cité atteint les 20 km², rivalisant avec Alexandrie. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site est l'un des plus visités du Mexique. C'est sur ces images que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Restez sur RTI 2.